je travaille encore quand je travaille avec la Deutsche Welle. Je suis venu vous interviewer à Tulib. J'ai fait une visite à l'intérieur du bâtiment. C'était une recommandation. Il y a un jeune Guinéen du nom de Muntaga qui fait des choses remarquables en Guinée. Allez-y l'interviewer. Vous avez écouté, je vous ai même envoyé la rédaction. Mais en 2000, quand on était en Covid en Guinée, vous étiez très amer un moment pour avoir confectionné, je crois, et c'est à cause de ça d'ailleurs on vous a une fois invité ici, et il s'agissait de que l'invention que vous avez faite en ce moment, et vous avez eu tous les problèmes du monde. Mais regardez, j'avais une mallette médicale, maintenant qui est réactualisée, maintenant qui va encore ressortir en grande pompe. Mais dès le départ, c'était destiné à l'armée. Parce que pour moi, on a été envahi en 70, le Libéria, Sierra Leone aussi. Je me suis dit, si le frère guinéen qui porte cette tenue doit protéger ce pays-là, à l'extérieur ou partout ailleurs, ben, il lui faut des unités de soins là-bas, qu'on puisse faire la télémédecine, même si on est sur la montagne et autres. Alors, dès que la Covid est venue, je me suis dit, mais là aussi, c'est une guerre, là. Les gens sont en train de mourir. J'ai directement converti en une semaine, on a enlevé plein d'options, on a élagué plein de choses, on a rendu ça civil. Et j'ai sorti cette tablette qui avait une caméra thermique. Prenez la température à plus de 10 mètres. Je peux en rafale prendre la température de 15 personnes presque en même temps. Simultanément. Et les battements cardiaques aussi, on pouvait savoir. Et l'oxygénation du poumon, c'était très important. Parce que vous savez, quand vous aviez Covid, en fait, les microbes grattent l'intérieur des alvéoles pulmonaires, là où il y a le dioxygène qui quitte et l'oxygène qui rentre dans le sang. Alors, quand c'est blessé l'intérieur, c'est comme une plaie, là, il y a du pus. Alors, quand vous avez du pus dedans, vous vous noyez sur vous-même. Et donc, l'oxygénation du sang est très pauvre. On dit, vous désaturez. Alors, j'ai créé tous ces systèmes, je les ai assemblés, le logiciel, tout bien fait, pour pouvoir détecter la Covid beaucoup plus rapidement, ou des symptômes. Qu'on envoie cette tablette aux arrêts de bus, dans les écoles, dans les villages, et que ça renvoie toutes les informations au ministère de la Santé. Du coup, on sait à Kerouane ce qui se passe, à Gawal, à Zéro-Kore, en instantané ici. On peut circonscrire, fermer les endroits et puis guérir. Pour moi, c'est ce qu'il faut. La mallette, elle sort, les gens se mettent à tergiverser. Ils préfèrent prendre des dons, des trucs inutiles qui viennent d'Europe, les thermoflash d'Asie. Les thermoflash sont tellement faux, les thermoflash. Tu peux même sonner. Si vous sortez d'une salle climatisée, votre front est froid, vous le mettez, vous allez voir 25 degrés. Alors que même à 34 degrés, vous êtes soi-disant déjà mort. Alors pour moi, les thermoflash, c'était du faux. À moins que vous ouvriez la bouche, que ça flash l'intérieur, ou l'intérieur de l'oreille, ou l'intérieur de l'œil, tout le reste là. C'est faux. À chaque fois, je disais aux gens qui me flashaient, je disais, on est à 48 degrés, ils riaient. Ils me disaient 30 degrés, je dis, c'est faux. Donc, il fallait inventer un truc fiable. Mais au lieu de ça, ils préféraient importer des millions de thermoflash venus de n'importe où, faire du n'importe quoi. Quand il y a une guerre, là, c'était une guerre sanitaire, on n'a pas le temps de penser. C'est des réflexes. Il faut aller vite, il faut aller vite. Et là, c'est ce qui méritait le plus. C'est que ce qui est conçu en Guinée était minimisé, et ceux qui venaient d'ailleurs de n'importe quoi étaient valorisés. Qui n'étaient même pas performants aussi. Inconcevable aux États-Unis que vous dites à un Américain, ce qui est fait en Amérique est nul. Il dira non, ce qui est fait en Amérique est le premier. Allez-y au Ghana. Ce qui est fait au Ghana passera toujours en premier lieu. Nous avons la preuve. Voilà. Maintenant, le Ghana aussi, c'est comme ça. Préférence nationale. Allez-y au Sénégal. Un Sénégalais qui invente quelque chose, c'est ce qui sera devant d'abord, avant les choses importées. Nous, c'est l'inverse. Complexe d'infériorité, on minimise. Mais lorsqu'on prend ces mêmes outils à fabriquer ici, qu'on les envoie à Genève, gagne devant tous les inventeurs du monde. Mais chez nous, c'est minimisé. Vous perdez la tête là un peu. Donc, il faut qu'on s'écoute dans ce pays-là. Soit on vit intelligemment ensemble, une très bonne communauté, comme l'ambiance que j'ai vue ici, l'ambiance agréable, bon enfant. C'est comme ça qu'on doit vivre en Guinée. Soit si on ne s'écoute pas, on mourra bête. On sera conquis par d'autres nations à côté. Aujourd'hui, allez-y voir au marché de Kaporo, les légumes vendus sont à 90% importés. D'un autre pays dont je ne dirais pas le nom, qui est presque désertique sahélien. Les premiers aujourd'hui exportateurs d'ananas du monde, ce n'est pas la Guinée, c'est le Maroc. On est assis, nous, à danser, à regarder le football. Je suis désolé de parler de footballeurs parce qu'on ne gagne jamais. Hein. Depuis ma naissance, 77, on n'a pas gagné. Hein. Mais on gagne les sports, par contre. Alors, il faut vraiment se reconcentrer sur ce qu'on fait de mieux et valoriser cela. Parce que nous aussi, c'est ce qu'on a. Comme le pouto que vous avez, comme le lépi, comme
forêts sacrées, voilà ce qu'on fait de bien, comme les innovations dans le digital. Concentrons-nous sur nous-mêmes, sur ce qu'on fait de mieux. Bengali, avant de continuer, moi je suis vraiment, je ne sais pas, je suis dépassé par... Tu es séduit? Non, je suis dépassé, vu tu es son au-dessus parcours. De la séduction? Non, vu son parcours parsemé des difficultés, des découragements, de la part de certains, de la non-considération institutionnelle par rapport à cette valeur ajoutée qui est guinéenne, qui trouve, n'est-ce pas, sa place ailleurs et qui ne soit pas vraiment prise en compte et qui soit sous-estimée, cela ne lui a pas découragé. Je me pose la question d'où il tire effectivement, parce que la chose qui peut faire fléchir et nous faire souvent dérouter de nos objectifs, nous détourner de nos objectifs, c'est l'amour là. Mais il a esquivé son choix au profit de son objectif. Alors d'où vient cette batterie de courage et de détermination? Je dirais un mot anglais parce que je suis pour moi plus anglophone que francophone. Never back down, always stand tall. Dire ne recule jamais, garde toujours la tête haute. Qu'est-ce qu'on n'a pas vécu dans ce pays? Je suis né au temps du premier régime, moi. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas subi aussi? Mais on est là, la Guinée tient debout encore. Vous comprenez? Alors, en tant que Guinéen, moi aussi, ça, c'est un héritage que j'ai pris de nos aïeux, de nos parents. Mon père, associé DGA de Tulipe, est là à côté de moi. Il me donne aussi la force pour dire, continue, regarde ce que nous avons fait avant. En fait, c'est une sorte de... Chaque personne qui est là doit créer l'échelle pour ses enfants. Les enfants aussi créent l'échelle pour les autres enfants. Aujourd'hui, moi, je ne travaille pas pour moi. J'ai une maison ici, j'ai une maison aux États-Unis, je me suis construit. Mais j'essaye de bâtir pour mes enfants, les amis de mes enfants, parce que mes enfants ne doivent pas être le seul à en bénéficier. Je vous donne un exemple, par exemple, terre à terre. Aujourd'hui, là où on est, en ce moment même actuellement, un ministère dont je ne citerai pas le nom est sur le point d'importer 500 bornes, alors que Tulipe Industries en a le brevet. Il y a 4 pays qui produisent des bornes en Afrique. Le Maroc, pour le Maghreb, la Guinée, pour l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, il y a un brevet exclusif de 20 ans. Il y a en Afrique du Sud. Et le Kenya aussi s'est mis à le faire. Donc vous voyez, sur les 4 côtés, là, la Guinée, avec Tulipe Industries, mon entreprise, nous avons la plus grande part. Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, bloquée. Frontières fermées, comme la Corée du Nord. C'est attribué à Tulipe Industries. Mais ce ministère ici, en catimini, essaie d'importer plusieurs conteneurs de bornes pour les mettre dans les administrations, alors qu'on les a déjà prévenus. Un Guinéen est là, fabrique les meilleures bornes d'Afrique. Un Guinéen est là, il peut nous fournir tout ça encore mieux. Un Guinéen est là, en cas de maintenance, il peut faire toutes ces maintenances parce que l'usine est là. L'usine est sur place. Il s'entête par des stratagèmes à même peut-être même changer le mot borne sur les DAO pour toujours envoyer, parce que pour eux, ça ne les intéresse pas de prendre localement, alors que l'exclusivité est locale. J'ai eu l'honneur au départ de même présenter cette borne à notre président actuel, général Mamadi, le président de la République, qui a vu les bornes manipulées et tout, a été séduit et a même recommandé est-ce que le président de la République est au courant de cet agissement de ce ministère X? Il ne peut pas être au courant de tout, c'est pas possible. Moi-même, je suis chef d'entreprise. Il y a des choses qui se passent au niveau du portail, des toilettes, au niveau de la cuisine. Je ne peux pas être au courant. Mais c'est ce qui se passe dans ce pays. Si ces 500 bornes, ils arrivent à les importer ici, j'intenterai le plus grand procès de l'histoire de la Guinée. Pourquoi? Parce que la Guinée ne peut pas avoir un brevet d'exclusivité. 500 bornes, c'est des emplois guinéens. Monsieur Moustaga, tout est guinéen. Et aller donner ça à un autre pays. Monsieur Keita, oui. Vous êtes un Guinéen. 100%. Vous avez pris l'audace, avec tous les risques qui en découlent, pour venir s'installer dans votre pays, dans le souci de participer à son développement, dans le souci d'aider d'autres Guinéens. Et vous avez eu l'opportunité de rencontrer le président de la République. Oui. Vous n'êtes pas n'importe qui et je sais que le contact est établi. Connaissant notre chef d'État actuel, qui est très ouvert, très social et qui a l'ambition du développement de ce pays, j'espère qu'il ne faudrait pas du tout attendre à ce que ces intéressés importent quelque chose qui ne représenterait
que des saignées financières pour notre pays, sans pour autant chercher effectivement à mettre le président de la République dans le bain. Mais vous savez ce qui est encore plus grave. Il y a le ministère, par exemple, de l'enseignement supérieur, dans le passé sous Dr Diaka. Nous avons signé une convention qui est même sortie à la RTG, oui, avec un contrat commercial pour fournir 100 bornes à 17 institutions d'enseignement supérieur, que les boursiers puissent mettre les doigts, la biométrie et tout là-dessus. Le ministre suivant a décidé, lui, d'intenter un truc pour annuler ce contrat, rien que à cause de ma tête. Alors, ce que j'ai fait, c'est d'empêcher cette annulation. On a déjà une idée. J'ai été à l'ARMP. L'ARMP a statué avec tout un collège, avec le président Diko qui était là-bas, et ils m'ont donné 100% raison. Ils ont ordonné la continuation de ce contrat pour l'intérêt même du pays. Parce qu'aussi, il y a un brevet. Parce qu'il y a la loi 010 de 2022 sur le contenu local. Vous continuez ça, il faut que ça se fasse. Et le président tient beaucoup au respect du contenu local. Et croyez-moi, jusqu'à présent, cette décision, il passe par tous les subterfuges pour ne pas exécuter la décision de l'ARMP. C'est incroyable. Il faut qu'on s'écoute dans ce pays-là. Il faut qu'on arrête de faire ces petites tractations, ces petites bassesses. Quand la Guinée produit, on consomme guinéen. Point final. Je n'aimerais pas voir ce pouto-là produit en Corée du Nord, produit aux États-Unis, né en Europe. Même s'ils ont de meilleures usines, je prendrai le pouto produit ici. Mais dans le digital aussi, il faut qu'on s'écoute. 500 bornes de l'autre côté, ils essaient de passer en catimini. 100 bornes par là, convention, contrat signé. Et avec la formation aussi des étudiants dans cette technologie. Parce que j'avais dit là, dans la convention, je suis prêt à céder mon brevet de 20 ans au bout de 2 ans là, aux étudiants guinéens pour qu'ils puissent eux-mêmes produire maintenant, pour qu'ils rentrent dans la production. Donc je cède. C'est des millions de dollars là que j'offre à la Guinée. C'est la limite de votre bonne foi. Eh bien tout ça, le ministre actuel a décidé, lui, d'intenter une annulation. Et puis l'ARMP dit non, vous continuez le contrat. Il décide encore de passer par des subterfuges pour empêcher. Si je ne le dis pas là, je vais rester avec une amertume quand même. Au-delà de ça, vous aurez trahi votre conception. J'aurais trahi aussi ma conception. Oui. Comment on peut envoyer des choses de l'étranger, 500 bornes? Comment ici un Guinéen peut signer une convention avec un ministère, avec un contrat commercial, et bien qu'on essaie d'annuler parce que sa tête ne passe pas? Maintenant, il y a un autre sujet. Le message est bien passé. Il y a un autre sujet très important, c'est les drones. Oui. Comment ça se passe? Alors, c'est très simple. Les drones, quand même, j'ai pu bénéficier de l'arrivée de la Banque mondiale en 2019, quand le vice-président Gana Mafez était venu. Alors, ils nous ont parlé de leurs problèmes au niveau de la digitalisation de l'agriculture. Et donc, je suis venu avec cette idée parce que partant du constat, ceux qui pulvérisent les pesticides, il y a une étude en Inde qui prouve que 17% des gens qui utilisent qui pulvérisent, ils meurent au bout de 2 ans. Vous savez, on croit toujours, c'est le djinn, c'est un sorcier, mais les gens ne font jamais attention. Vous croyez parce que vous avez un masque, un truc, vous êtes protégé? Non, ça rentre quelquefois par la peau. Oui. Ok, la peau, vous mourrez. Donc, partant de ce constat, je me suis dit, un drone pourrait pulvériser et vous restez à l'écart, et c'est mieux. Avec un moniteur. Avec le drone, vous avez presque de 17%, ça va se réduire à 0, ou presque à 0% le taux de mortalité. Alors c'est là que j'ai eu l'idée, je les ai proposés. Au début, ici, ils étaient très réticents, c'est trop. Mais à la fin, la Banque mondiale les a dit, faites-le, c'est rien, on essaie avec 2 drones. Donc nous, on a envoyé des pièces, on a fait le montage des drones ici, et puis parce que les pièces de drones ne se font pas ici, il y a des trucs très techniques dedans. Alors on a assemblé, on a proposé, et ça a très bien marché, on a fait les essais. Le ministère a continué ensuite sous Nanyaleng, par exemple, ça s'est très bien passé parce que ça l'a intéressé. Et on a continué, on est parti sur cet élan. Et aujourd'hui, on a livré 20 drones, mais énormes. Ce sont des drones quand même qui dépassent cette table, c'est-à-dire l'unité, qui font 30 litres, capacité de levage de au moins 75 kilos. Alors ça, vous faites 250 hectares de pulvérisation ou d'épandage en une journée. Quelle est la capacité de l'énergie? Là, pour l'énergie, c'est toujours calibré à 15-20 minutes. Pourquoi? Parce qu'en 15-20 minutes, la citerne s'est déjà vidée. Alors, c'est comme la Formule 1. Lorsque ça arrive, on met l'essence, on change les pneus. Là aussi, c'est comme ça. Lorsque ça se vide, ça trouve que c'est presque à 25%, parce qu'il ne faut jamais laisser aller à 0% les batteries. À 25%, le drone vient automatiquement. C'est un robot, il se pose, il s'éteint. Alors, nous, on recharge le liquide à l'intérieur, on change la batterie, il s'en va encore, il fait. Vous calibrez tout, la vitesse, l'altitude,
Il y a même un radar d'altitude, il y a un radar aussi de front, au cas où il y a un arbre et tout ça. Mais c'est une machine, moi, aujourd'hui, qui me fascine. Alors, on fait l'assemblage. Quelquefois, lorsqu'on est pressé, on peut faire préassembler certaines parties aussi à l'étranger très vite, quand c'est un très, très gros marché. Et voilà, on espère que vraiment, l'élan sera là. Et si l'élan est vraiment là, on va commencer maintenant une production en masse encore. Parce que 20 drones ne suffisent pas à toute la Guinée. Il faut aller encore plus. Notre pays est un pays à vocation agro-pastorale et c'est l'agriculture normalement qui devrait être le secteur le plus on le fait. Convoité et le secteur le plus propulsé pour permettre ou pour nous amener vers une autosuffisance alimentaire. La meilleure des choses, c'est comme une pub d'une chaussure de sport. Just do it. Faisons-le. Allons-y. On peut prendre par exemple $50,000, $60,000, acheter un véhicule Hilux, donner à un agent, un fonctionnaire. Ça ne servira qu'à lui. Mais on peut prendre les mêmes $50,000, acheter plusieurs drones qui serviront des communautés entières. Et surtout, doter les jeunes qui sont à la campagne, les former. Là, par exemple, je suis en charge de la formation de 50 pilotes de drones. C'est moi qui ai mis le chiffre 50 dès le départ. J'ai dit 50, pas 2. Pour que la connaissance se diffuse plus loin encore. J'aurais pu dire 10 personnes, je forme les formateurs qui vont former. Mais comme je n'avais pas confiance que les formateurs allaient former, parce que quelquefois on garde le monopole, alors 50 personnes, c'est assez suffisant. Déjà de là, la Guinée est le pays d'Afrique, du Maroc jusqu'en Afrique du Sud. Vous pouvez aller y chercher. Qui a le plus de drones agricoles. Et avec les 50 pilotes, on sera le pays aussi qui aura le plus de pilotes de drones agricoles formés en même temps. Parce qu'en général, les gens gardent ça comme un monopole. Moi, je veux que ça se démocratise, que les Guinéens soient vraiment dans ce digital. Et n'oublie pas, les drones remontent les données de pulvérisation. Quel secteur a été pulvérisé? Tout. On a toutes ces données-là sur une plateforme. Et cette plateforme, maintenant, on la livre en ce moment au gouvernement. Comme ça, ils peuvent surveiller tous ces drones. En étant à Conakry, vous surveillez tout. D'ici à Kerouani. Kerouani chez moi. Pourquoi c'est Kerouani? Ah oui? Par hasard, je dis Kerouani. Drôle de chance pour toi. Drôle de chance pour toi. La localité de Komodo. Écoutez, il faut pas quand même. Kindia ou Dabola. Il faut pas détailler notre débat et ces informations. Je vous ai vu sur, je ne sais pas si c'est une demande ou une commande de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Où en sommes-nous? Exactement. Eh bien, avec la Caisse nationale, on a fini toute l'infrastructure. On a déployé là-bas quand même un système de serveurs inégalé en Guinée. On a invité d'autres personnes même à voir, c'est inégalé. Ça n'a jamais été fait. On a pu le réaliser là-bas. Avec les systèmes de défense, de sécurité informatique, je ne peux pas vous dire qu'il y a un deuxième en République de Guinée. Je suis prêt à mettre ma main au feu pour ça. Ça a été déployé chez eux. Ça marche très bien. On a même fait des tests de recensement à Koya du Breka avec succès. Maintenant, on doit aller au niveau national. Mais ça, c'est encore en attente. Mais avec ça, c'est qu'il y a 40 mallettes médicales quand même livrées. Ces mallettes médicales maintenant vont permettre par exemple à la CNPS d'envoyer les médecins localement chez nos personnes âgées. Ok, les retraités de la fonction publique. On peut vous faire, la température là-bas, battement cardiaque. On peut vous faire tout ce qui est ECG, cardiaque. C'est-à-dire tout ce que le cardiologue a dans son bureau, c'est dans la mallette. On peut vous faire dans le confort de votre lit ou de votre salon. Toutes les données cardiaques, signes vitaux, on les relève. On peut vous faire une échographie pour ceux qui ont l'AVC. Échographie si votre femme est enceinte. Bon, si on est à la retraite que notre femme est enceinte quand même. Voilà. Mais on peut faire tout ce qui est échographie à la maison. Alors imaginez-vous que tout ça, en plus, les données sont après transportées instantanément à la CNPS qui voit tout. Donc on peut juger à partir du bureau de la CNPS en ville s'il faut faire une évacuation médicale d'une personne qui se trouve à Sigiri ou pas. Ou si on peut la guérir localement. Ou bien on fait la télémédecine, la personne dans son salon, on est en train de faire, on met en direct un médecin qui est à Conakry, qui est à Abidjan ou qui est à Paris. Il voit la même chose que le médecin local voit et il peut recommander. Et les dernières versions de ces mallettes, maintenant, on a l'IA à l'intérieur. Finissez de tout faire, le médecin peut faire son diagnostic ou taper seulement IA. L'IA va tout condenser et puis dire voici ce qui se passe, on recommande ça. Ça, c'est la dernière version. Ça sortira au mois de juin. Mais là, pour la CNPS, oui, tous les outils sont là-bas. Maintenant, c'est le déploiement national. C'est là-dessus on est. D'accord.
CNPS, je suis d'accord. Chapeau pour... mais aujourd'hui, nous connaissons le dynamisme également. Chapeau pour le général Aminata. Et les bornes aussi, les bornes biométriques aussi, 40 bornes pour les 39 localités qu'ils ont, avec une borne aussi à leur centre. Les bornes, pour la première fois, ça c'est la première borne fabriquée en Afrique, où on peut mettre les 10 doigts. Les 10 doigts, les scanner et que ça vérifie dans la borne et dans le serveur si vous êtes authentique ou pas. Ah, ça n'a jamais été fait pour l'instant avec une machine fabriquée. Donc regardez, aujourd'hui nous fabriquons nos machines. Aujourd'hui nous obtenons nos données dans le digital à travers nos machines à nous et nous collectons le tout, nous sauvegardons le tout chez nous. Rien n'est sur le cloud. Ça c'est magnifique. La souveraineté numérique. D'accord. Moi, je dirais que ça, c'est une opportunité pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, parce que là, vous le savez, le problème de santé dans notre pays est un problème majeur, quand on sait que dans l'arrière-pays, il manque beaucoup de commodités en termes de consultation, en termes de logistique pour pouvoir poser des diagnostics fiables. Est-ce que vous avez idée vraiment d'aller vers ce département ou si ça a été une fois encore, parce que là, nous avons quand même confiance au leadership de Dr Djoué. Franchement, je ne sais pas, sauf à preuve du contraire, parce que là, l'administration aussi a ses réalités. Alors, est-ce que vous avez essayé vraiment d'aller vers ce département pour pouvoir effectivement avoir un partenariat, voire même faire des contrats pour pouvoir desservir l'ensemble, n'est-ce pas, de nos structures sanitaires de l'intérieur du pays, pour mettre vraiment les citoyens à l'abri de certains voyages, à l'abri des distances, parce qu'il y a des diagnostics qui ne se font pas à l'intérieur du pays. On est obligé de venir dans les communes urbaines ou de venir carrément à Conakry. Vous savez, au niveau du ministère de la Santé, je les adore. Mais honnêtement, je commence à me fatiguer. C'est le 4e ministre auquel j'ai affaire maintenant, de la Santé. J'ai commencé avec le premier Nyankwe, qui ne m'a pas écouté. J'ai continué avec Lama. J'ai continué après avec Pété. Et je suis avec le ministre Djoué que j'ai rencontré. Mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres choses qui préoccupent en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a toujours une urgence ailleurs, une urgence ailleurs, une urgence ailleurs. Il n'y a jamais d'urgence là pour des choses qu'on peut utiliser maintenant qui vont nous servir pour les prochaines 15 à 20 années, voire plus. Donc, j'ai l'impression que ça travaille plus là-bas à corriger l'état de l'ancienne administration plutôt qu'à se concentrer sur le maintenant et le futur. Donc, je l'ai rencontré, j'ai proposé et j'entends toujours, depuis le mois de novembre, silence radio. C'est ce que je dis encore. Si on ne s'écoute pas dans ce pays, on sera envahi par les technologies des autres qui auront nos données, qui nous contrôleront 100%. Évidemment. J'ai pas l'impression que les gens s'écoutent ici. Les journalistes nous écoutent. Merci quand même pour cela. Mais j'ai pas l'impression que d'autres nous écoutent vraiment. C'est-à-dire les ministères vraiment intéressés. Normalement, c'était même pas à la CNPS de s'intéresser autant à cette technologie médicale, mais au ministère de la Santé. Bien sûr, ils sont toujours de bonne foi, mais il n'y a jamais d'action prise. Aujourd'hui, Madame l'a rappelé, au niveau sanitaire, elle est là en tant que commandante en chef, et fait fonctionner, ça fonctionne, d'accord. Mais lorsqu'on vient au niveau numérique, j'aimerais bien, Madame, alors que vous venez nous aider, parce qu'à notre niveau, on n'y arrive pas. J'ai l'impression, on parle et tout le monde est sourd dans ce ministère. Et réagissez maintenant. S'il y a une prochaine épidémie dans ce pays, je les abandonnerai comme ils m'ont abandonné depuis 4 ministres. On le souhaite. On ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas. Et nous avons la certitude que vous n'allez pas également vous comporter ainsi, parce que vous êtes un patriote. C'est pas possible de mais le faire. Il faut quand même qu'on vous réponde. Mais c'est fatigant quand même, au bout de 4 ministres, qu'on n'ait toujours pas de réactivité. Mais bon sang, qu'est-ce qu'on fait dans ce pays? On se met là à corriger les choses passées, on ne regarde pas le futur. Il faut qu'on commence à mettre des bases. Je ne suis pas le seul. Il y a d'autres innovateurs guinéens. Un jour, j'ai dû, lorsque le professeur Alpha Condé m'a appelé pour certaines choses, j'ai dû lui dire, Monsieur le Président, je vous ai entendu, je l'ai dit carrément, je vous ai entendu à la télé parler de 2, quelque chose millions de dollars envoyés par les Coréens pour le passeport Covid. J'ai dit, mais Monsieur le Président, savez-vous qu'il y a un monsieur Ba ici qui fait les passeports Covid? Il dit, bah quoi? Je savais seulement c'était banquier technologie. J'ai dit, ça fait banquier technologie. J'ai dit, oui, il le fait. Pourquoi aller voir les Coréens pour ça? Pourquoi gaspiller de l'argent, prendre des dettes? Il dit, d'accord, envoie-moi son numéro tout. Il a passé en ce temps à Sakoba et à la fin, il les a obligés à prendre localement.
Et ils étaient obligés de prendre Dr Keita Sakoba, ils étaient obligés de prendre Banki, M. Ba, aujourd'hui qui fait Banki Tracking. Il a pu faire passeport Covid et ça a réussi. Moi-même, j'ai utilisé ces services. Peut-être que vous-même, fallait aller au palais, faire le truc, la tablette, ça passe. Mais j'étais heureux de voir qu'un autre Guinéen au moins a réussi. Moi, j'ai été ségrégué, mais au moins, j'ai permis à un autre Guinéen au moins de réussir. Parce que on peut ne pas nous gagner. Marquer le penalty, mais si l'autre marque le penalty, c'est la Guinée qui gagne. J'allais juste poser la question là parce que c'est très intéressant. Entre vous, les innovateurs guinéens, il y a quel type de contact entre vous? Quelle collaboration? La collaboration. Nous collaborons quand même. Récemment, par exemple, pour la mallette médicale, pour faire le système 2FA, Two-Factor Authentication, c'est-à-dire lorsque le rapport médical est généré par la tablette, on vous envoie par email. Il ne faudrait pas l'ouvrir directement. Il faut un code pour l'ouvrir. Oui. Eh bien, il faut l'envoyer le code là ailleurs, par SMS par exemple. Alors, je cherchais dans le monde entier des applications américaines, même chinoises, tout, qui envoient les SMS moins chers. À la fin, mes employés m'ont dit, grand, il y a un jeune qui fait ça ici, là. Il est mieux, hein. J'ai dit, t'es sûr? J'ai dit, montre-moi. Il m'a montré. Les tarifs étaient bons, le service bon. J'ai dit, on prend. C'est un Guinéen. On l'aide lui aussi. On les a donné le contrat. Hier, on a commencé avec eux. Et là, je suis fier. Parce que là, moi, en tant que société guinéenne, je travaille avec une autre société guinéenne dans le digital. Et ça fonctionne. Donc oui, il y a des synergies qui se créent. C'est pas parfait, hein, mais on essaye quand même de... Si toi, tu fais ça, bah, tu peux me faire ce service et puis je te paye. Au lieu d'envoyer cet argent-là dans un autre pays. Et là, moi, je suis toujours heureux quand je vois que ça bouge par là. Je suis heureux parce que les autres se vendent toujours de leur pays. Et j'aimerais que moi aussi, lorsqu'on voit la Guinée, qu'on commence à avoir peur. Ah, les Guinéens sont là. Ah, on risque de perdre parce que les Guinéens sont là. Ça, j'adore ça. Il faut qu'on commence à faire trembler le renforcement de capacité. Oui. Monsieur Moutaga Keita est considéré aujourd'hui comme... quelqu'un qui est au-dessus peut-être de la mêlée, mais il y a d'autres jeunes qui cherchent à être comme vous et ils ne vont pas forcément travailler au sein de Tulip. Comment se fait le renforcement des capacités et en termes d'employabilité, quelle est aujourd'hui la situation? Aujourd'hui, quand même, je suis fier de dire que depuis que j'ai commencé 2017, si je prends un total, ça dépasse plus de 250 personnes que j'ai formées là-bas. Il y a eu des vagues successives et vous savez, l'argent aussi, quelquefois il y en a, quelquefois il n'y a pas, il y a des réductions et tout. Mais on prend tout. En général, j'aime beaucoup recruter à partir des institutions d'enseignement supérieur ici. Tout même que les gens qui viennent. Les gens qui viennent d'autres pays, pour moi, ça a été une catastrophe. Mais les gens qui ont étudié ici, je sens qu'ils ont plus faim de réussite. Ils ont faim, ils ont envie de prouver qu'ils peuvent. Pour eux, c'est un challenge, il faut qu'ils réussissent. Donc, ils donnent beaucoup plus de force à leur travail. La qualité n'est vraiment pas là au départ. Mais vous savez quoi? Avec un peu de patience avec le Guinéen, vous avez des merveilles qui s'accomplissent. Donc, j'ai énormément recruté à partir de Gamal. J'ai signé des conventions avec eux, des conventions avec l'université Lansana Conté aussi. Une fois, j'ai même pris un ancien étudiant qui était boutiquier. Hein. Lui, il a fini, par exemple, manager à Tulip, par exemple, au niveau de l'informatique. Donc, je ne ségrègue absolument pas. Je ségrègue plutôt lorsque ça vient de l'étranger. Mais ce qui est local, je regarde. Et c'est pas vraiment basé sur le CV. Hein. Attention, ne recrutez pas quelqu'un parce qu'il a un CV kilométrique. Parlez avec la personne et comprenez qui elle est. Si elle a faim de réussite, comprenez. Moi, c'est l'attitude de la personne qui fait que je t'embauche. Je te forme et je te laisse fonctionner indépendamment. Et voilà. Vraiment ambiance bon enfant là-bas, vous ne saurez jamais c'est qui le patron. Vous avez été à Tulip. Oui. C'est difficile de voir qui est le patron, qui n'est pas le patron. Parce que je veux que l'innovation vienne de tout le monde. Et d'ailleurs, même, je donne des primes. Si quelqu'un a une meilleure idée que tout le monde, je donne des primes. En ce moment, il y a un même qui m'attend là, parce qu'il m'a donné une superbe idée. Bonjour Touré. Alors, on va se partager ce que le patron va vous donner. Vraiment, cet après-midi, et surtout que c'est le week-end. Voilà. D'accord. Tout ça, c'est pour encourager effectivement la créativité des jeunes, mais également participer à la qualification des ressources humaines et pourquoi pas booster la jeunesse. Et alors, aujourd'hui, nous sommes sur le plateau. Je crois qu'on va attendre la semaine prochaine pour parler du cinéma. Et les réalisateurs seront là. Parce que là, le débat est tellement intéressant avec Moutaga. Je me pose la question,
Dieu sait faire les choses, hein, parce qu'ils ont été empêchés aujourd'hui. Parce que s'ils venaient, je ne sais pas à quoi on pourrait... Ah oui, c'est vrai, il y a la direction de... non, pas ça. Hein. Il y a la direction de l'innovation au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Ah oui, Madame Touré. Madame Dine, oui. Très bien. Elle devait être là. Voilà, et quels sont vos rapports? Quel est le rapport entre l'innovation... Oui. Parce que vous êtes quand même un laboratoire. Un laboratoire qui innove. Okay. Et quand nous avons au niveau institutionnel une direction nationale qui s'occupe de l'innovation, très bien. Alors, mais écoutez, moi je pense qu'il y a un mariage parfait. Sous la direction de Dr Diaka, ça s'est magnifiquement bien passé. Ouais. Et avec elle, par exemple, on a collaboré, bien sûr. À chaque fois, je dis Madame Keita, elle dit Madame Touré, donc je ne sais plus Touré, Keita. Et les rapports se passent très bien entre nous. Mais ce qui se passe, c'est que dans la plupart des départements ministériels, disons-nous la vérité, le ministre est le chef, point